Le drame du Maroc, c'est que lorsqu'il a été colonisé, il n'a pas eu affaire à un seul colonisateur. Nous avons été colonisés par deux colonisateurs, les Espagnols et les Français. Si nous avions eu la chance d'en avoir qu'un, nous aurions soudé de tout compte notre affaire du nord au sud. Malheureusement, il nous a fallu négocier le protectorat français, ensuite le protectorat espagnol sur la zone nord, par la suite enlever à Tanger son statut international pour la souveraineté marocaine. En quatrième lieu, il nous a fallu redescendre sur Tarfaya morceau par morceau, parce que comme vous connaissez, le général Fonco était un homme très dur à la compréhension de la décolonisation. Quelques années plus tard, c'était Sidi Ifni. Et enfin, il restait le gros morceau du Sahara, que nous avons nous-mêmes introduit aux Nations Unies au lendemain de notre indépendance. En accédant à l'indépendance en 1956, le Royaume du Maroc devient un État souverain. Mais le parachèvement de l'intégrité territoriale reste à faire. Une partie de son territoire national demeure encore sous occupation espagnole. Paradoxalement, la libération s'effectue en sens inverse de la chronologie d'occupation. Sur son flanc sud, le Maroc devra imposer à l'Espagne d'accepter d'ouvrir les négociations. L'Espagne concède très difficilement de libérer les territoires colonisés. Ils sont convoités pour leur situation géostratégique, mais aussi pour les ressources naturelles qu'ils recèlent, surtout depuis la découverte et l'exploitation des gisements de phosphate dans la région. Les Espagnols étaient décidés à donner une sorte d'autonomie interne, à isoler le Maroc du Sahara et à créer une situation qui devait être un peu le dépassement de la situation coloniale, mais c'était pour cacher l'avenir de ce qu'ils voulaient faire de cette région. Hassan II préparera la marche verte dans la discrétion la plus totale. Seuls 3 colonels de l'état-major des forces armées royales sont mis au courant et chargés de préparer cette grande opération. Il est arrivé 2 ou 3 petites choses assez intéressantes qui vont vous montrer comment j'ai pu être mis et comment j'ai été amené à savoir un petit peu qu'est-ce qui se prépare. J'ai un ami qui est commerçant à Casablanca, qui est venu me dire « Ahmed, pourquoi vous êtes en train d'acheter 350 000 couvertures ?» Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai dit « Écoute, moi je ne sais pas ». Après le dîner, Sa Majesté nous permettait de lui poser des questions de toute nature, y compris des questions politiques ou des questions religieuses. Et je l'aborde, je dis « Majesté, je m'excuse, mais vous savez, j'ai un ami, Casablanca, il m'a demandé pourquoi nous achetions 350 000 couvertures. » Et il me dit « Oui, effectivement, nous avons décidé dorénavant de ne plus acheter les couvertures seulement pour 1 année, par économie, mais pour 5 années. » Je rentre chez moi, j'appelle mon ami, je lui dis « Écoute, voilà ta réponse, ça y est. » Il me dit « Mais alors dans ce cas-là, pourquoi vous êtes en train d'imprimer 350 000 Corans ?» J'ai dit « Écoute, ne m'embête plus. Ce soir, je vais voir Sa Majesté, je lui poserai la question. » Alors me voilà devant Sa Majesté. À la fin du dîner, je dis « Majesté, je m'excuse. Mon ami de Casablanca m'a posé une question, toujours dans le cadre de ce que nous achetons et ce que nous faisons. Et il a même évoqué, m'a dit « Est-ce que vous n'êtes pas en train de préparer une guerre ?» Il me dit « Qu'est-ce qu'il a dit ?» J'ai dit « Il a dit que nous sommes en train d'imprimer 350 000 Corans. » Il m'a dit « Oui, effectivement, nous avons 350 000 Corans, parce que cette année, je vais envoyer à l'occasion du Ramadan des Corans à tous les chefs d'État africains musulmans. » Je rentre, j'appelle mon gars, il était minuit, parce qu'on dînait tard, etc. Et 2 jours après, il m'appelle, il m'a dit « Je crois que tu ne pourras pas répondre à ma question maintenant. » Je lui ai dit « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» Il me dit « Vous avez une délégation militaire dirigée par un général avec 7 colonels qui est parti au Texas
dans le grand stock des surplus américains des deux guerres, le Vietnam et la guerre première, la guerre deuxième, ils sont en train de chercher des réservoirs pour larguer de l'eau par avion. Et des réservoirs de 5 tonnes. Tu ne vas pas me dire que c'est encore pour le courant. Je sais que tu me casses les pieds, mais je vais demander cette question, mais tu me fiches la paix. Hein. Et j'ai senti que cette question-là avait un petit peu, je ne dis pas dérangé, mais avait un petit peu irrité Sa Majesté. Et il me dit, mais qui c'est cet ami d'abord qui te pose ces questions? Ah, qu'est-ce qu'il veut exactement? Je dis, Majesté, il veut simplement, c'est un commerçant, et il veut simplement s'il y a quelque chose à acheter ou à vendre, puisqu'il est... Il me dit, Snoussi, bon, tu vas me rejoindre à 9h au palais de Swissy. À 9h. C'était donc pas une réponse. Et c'était déjà un petit, pour moi, une interrogation. Sa Majesté arrive, on se lève, on le salue, et il dit, asseyez-vous, je crois que Snoussi en sait déjà un peu trop, et peut-être on va le mettre au courant. Et il dit tout de suite au chef du protocole, apportez-moi le serment. Bien. Et le chef du protocole m'apporte le serment dans lequel je jure, par la grâce de Dieu, que je ne divulguerai aucun des secrets de l'organisation qui est actuellement en cours. Et alors, je me suis trouvé donc dans une situation qui n'avait plus rien à voir avec ce commerçant, etc., etc. Le 5 octobre, le roi du Maroc réunit les membres du gouvernement dans une salle du cabinet royal et les met au courant de l'opération Fatha, la marche verte, après leur avoir demandé de prêter serment, le serment de ne dévoiler aucun secret sur l'opération en cours. Je me rappelle ce jour, il y a eu un conseil de ministres extraordinaire au cours duquel il nous a, après plusieurs mois d'absence, il nous a réunis un jour en conseil de ministres pour nous parler de la marche verte, de l'idée qu'il a eue. Et puis, à l'issue de ce conseil, nous avons prêté serment. On se trouvait dans une salle où il y avait des cartes d'état-major, il y avait des explications. Il nous a dit, moi je voulais vous faire la surprise. Il n'y a pas beaucoup de monde qui soit au courant de ce que je vais vous dire. Il n'y a pas 10 personnes, c'était le terme qu'il avait employé, qui étaient au courant de ce que je vais vous dire. J'ai décidé de faire une marche, je vous ai expliqué, pour libérer le territoire. Je sais que ce problème vous intéresse, vous occupe, vous préoccupe, moi aussi, mais vous allez d'abord prêter serment. Un serment de garder le secret. Alors il nous a donné ce document signé de sa main, dans lequel il est écrit « Uqsimu billah al-azim an aktum al-sir wa unfid al-amr لإنجاح عملية القدار بقيادة صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني والله ولي التوفيق ونصره إلى سيناتور حسن بن محمد. وكتابه المبين أن أقوم بمهمتي وألتزم بكتمان السر وأؤدي واجباتي بكل ما يرضي الله. Bien que l'affaire était secrète, le roi avait consulté notre premier secrétaire, Feu Abdelrahim Bouhabid. Évidemment, nous avons à l'époque une inquiétude très grande. C'est celle du comportement des autorités et de l'armée espagnole au Sahara. Puisque cette manifestation va se dérouler à la frontière, et même un peu à l'intérieur des frontières du Sahara occupé. Et notre inquiétude, c'était le risque de voir l'armée espagnole tirer sur une population civile et non armée. Je me suis donc assis autour de la table avec Sa Majesté et ils ont commencé à parler de l'organisation de quelque chose. Moi, au début, je me suis dit c'est une guerre. Et puis, au fur et à mesure, il s'agissait de mobiliser 350 000 hommes
qui allaient faire une marche verte. Il s'agissait de les nourrir, il s'agissait de leur faire des soins médicaux, il s'agit de les transporter, comment on va amener le pain, comment les avions vont atterrir sur des pistes qui n'étaient pas encore prêtes et qu'on a fait en quelques jours, des pistes pour les C-130, etc. J'ai dit, Majesté, vous êtes en train de préparer une guerre? Il me dit non, c'est une guerre avec un Coran et un drapeau. Je le regarde, il me dit, est-ce que tu n'aurais pas une idée par hasard? Et j'ai dit, Majesté, par exemple, vous avez de grands amis en Arabie Saoudite, dans le Golfe, pourquoi ne pas leur demander d'envoyer chacun une délégation qui participe avec nous à la marche verte avec leur drapeau? Et là-dessus, je me hasarde dans une succession qui, heureusement, a bien marché après. J'ai dit, Majesté, ce qui serait intéressant pour nous, que je fasse venir une vingtaine de jeunes Américains pour participer à la marche verte. À Laayoune, l'Espagne tente d'isoler le Maroc en négociant directement avec l'Assemblée sahraoui, la Djemaah, dont les membres font partie du Parlement espagnol, le Cortés. L'Assemblée ne cède pas aux pressions espagnoles et réaffirme son souhait de demeurer sous souveraineté marocaine. Je fais à l'Organisation des Nations Unies aujourd'hui et à l'Espagne, par contre-coup, la proposition suivante. Vous prétendez, gouvernement espagnol, que le Sahara était res nullius. Vous prétendez que c'était une terre ou un bien qui était en déshérence. Vous prétendez qu'il n'y avait aucun pouvoir ni aucune administration établie sur le Sahara. Le Maroc prétend le contraire. Alors nous demandons l'arbitrage de la Cour internationale de justice de l'Haye. Elle va dire le droit. C'est une cour qui est un organisme dépendant directement des Nations Unies. Elle dira le droit sur titre et elle pourra à ce moment-là éclairer l'Organisation des Nations Unies pour recommander au Maroc et à l'Espagne la voie à suivre. Si effectivement la Cour internationale de justice prouve que c'était une res nullius, que c'était un bien en déshérence, alors j'accepte le référendum en disant, bon, il n'appartenait à personne, je peux faire même le référendum avec 10 pays s'ils le veulent, tous ceux qui sont tout autour. Mais si la Cour de justice dit, le Maroc a des titres de propriété, des titres juridiques, à ce moment-là, je demande à l'Organisation des Nations Unies de nous dire, avec l'Espagne, négocier directement, car au fond, l'Organisation des Nations Unies sera très heureuse de se débarrasser, elle aussi, de ce problème. À la demande des Nations Unies, la Cour internationale de justice se penchera sur le dossier du Sahara d'avril à octobre 1975. Elle rendra son avis le 16 octobre, avis dans lequel la Cour stipule que les éléments et renseignements portés à la connaissance de la Cour montrent l'existence, au moment de la colonisation espagnole, de liens juridiques d'allégeance entre le sultan du Maroc et certaines des tribus vivant sur le territoire du Sahara occidental. Il montre également l'existence de droits, y compris certains droits relatifs à la terre, qui constituaient des liens juridiques entre l'ensemble mauritanien, au sens où la Cour l'entend, et le territoire du Sahara occidental. Pour le musulman, el-Ba'a, qui est l'allégeance, et le lien éternel, mieux que cela, il est le lien qui est scellé par le Coran et par la religion. Cette Ba'a a toujours été donnée aux souverains marocains depuis des temps immémoriaux. Je n'en veux pour preuve que le fait de savoir que la dynastie almoravide, mourabitine, première chose qu'elle a faite, en venant au Maroc par le sud, c'est de considérer justement ce sud comme étant marocain. La Cour de l'Haye a déclaré que le Sahara entretient avec le Maroc, a entretenu depuis 4 siècles des liens d'allégeance. Et les liens d'allégeance dans l'histoire du monde, au 17, au 18, au 19e siècle, l'allégeance était le seul lien qu'il y avait entre un peuple et un roi, parce qu'il n'y avait pas de notion de souveraineté. La souveraineté n'existait pas. La souveraineté, c'est une notion très... elle n'a commencé à être connue qu'au 19e siècle. Quelques heures après l'arrêt de la Cour, et contre toute attente, le roi Hassan annonce à son peuple l'organisation de la Marche verte.
انت على هاي اللي هو حكم، انا تعتبره حكم، وكانوا ما تقولوا فتوى او استشاره، انت نعتبره حكم. ينتظم الفتوى انها تجيب لنا بواحد العلبه جميله مزينه، تجيب لنا حجاج الارضيه ديالنا وحجاج امتلاكنا للصحراء. هذا من باب الخيال. ما بقى شعبي العزيز الا شيء واحد، اننا علينا ان نقوم بمسيره خضراء من شمال المغرب الى جنوبه، ومن شرق المغرب الى غربه. علينا شعبي العزيز ان نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام، ولنصل الرحم مع إخواننا في الصحراء. كيف غتكون هذه المسيرة؟ هذه المسيرة غادي يشاركوا فيها 350 ألف نتاع السكان. شعبي العزيز، عليك أن تقدر وتفكر وتقيم أشنو هي 350 ألف ديال السكان. 10% منها ديال النساء. Les Marocains envahissent les centres d'inscription pour manifester leur volonté d'y participer. راه المغرب كامل كان غادي يمشي للمسيره، كون ما كانش داك الشيء مضبوط وبالحساب، كون المغاربه كلهم مشاو للمسيره ورجعوا، حتى واحد ما يبقى في دارو. لكن جاب الله كاين الكونترول، كانوا دايرين واحد العدد محدد. La majorité des Marocains voulaient faire la marche verte. Et ils ignoraient totalement de quoi il s'agissait à cette époque. Dans la précipitation des événements, les Nations Unies adopteront 2 résolutions, le 20 octobre 1975 et le 1er novembre 1975, invitant le Maroc et l'Espagne à ouvrir les portes des négociations sur l'avenir du Sahara occidental. Le 3 novembre, lendemain de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, le prince Juan Carlos effectue une visite éclair à Laayoune afin de rassurer la population civile et l'armée espagnole. Il indiquera clairement que l'Espagne respectera ses engagements et s'efforcera de maintenir la paix. On ne doit pas mettre en péril une seule vie humaine alors que des solutions justes et désintéressées sont avancées pour que prévalent la coopération et l'entente entre les peuples. Sur le plan politique, c'est la volonté de recouvrer l'intégrité du territoire national. Or, lorsque le glaive et le goupillon se rencontrent, lorsque le pouvoir spirituel, la volonté politique se rencontrent avec la volonté et la foi sur le plan spirituel et religieux, je pense à ce moment-là que toutes les composantes sont rassemblées et que ça ne peut que réussir, car on peut battre une armée, on peut vaincre une armée, mais on ne peut pas vaincre un peuple. C'était là l'innovation, c'était le génie de Hassan II de trouver un autre moyen de décoloniser par cette marche pacifique avec comme seul moyen la volonté d'un peuple de libérer un territoire. L'idée d'un ancien manifestant qui a manifesté en 1944 comme tous les jeunes. Et je me suis dit, bon, on manifestait en 1944, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire une manif, une grande manif, mais à l'échelon de 350 militants? Et si les Marocains sont, les Marocains que je connaissais, si les fils sont dignes des pères, bien, il en mourra 100, il en mourra 150, mais les autres continueront. Mais je me suis dit par la suite, pourquoi exposer les gens à la mort? Envoyons-les avec le corps et le drapeau. Quel est cet sanguinaire qui osera tuer des hommes et des femmes complètement désarmés? Sa Majesté voulait lui-même diriger la marche. Et nous avons constitué un petit groupe, lui avons demandé de nous recevoir. Il a fallu quand même un peu de temps pour le persuader de ne pas diriger lui-même la marche. وقلتها في كثير من المناسبات أمامكم، المغرب يطالب بالصحراء
Si vous voulez, les données avaient quelque peu changé. Si. On avait affaire au début à un allié pour reconquérir le Sahara, puisque la chose nous a été proposée par les dirigeants de l'Algérie quelques années avant. L'Algérie, au lieu de s'inscrire comme étant un allié du Maroc, et comme elle l'avait fait quelques années auparavant, a commencé à s'inscrire comme un candidat possible de reprise de ce territoire. L'Algérie, alliée du Maroc dans son combat pour son intégrité territoriale, comme le Maroc l'a été pour l'accès à son indépendance, fait volte-face. En témoigne ce document secret relatant les termes d'une conversation à Paris le 17 décembre 1975 entre Abdelaziz Bouteflika, alors ministre algérien des Affaires étrangères, et Henry Kissinger, ministre américain des Affaires étrangères. Le ministre algérien insistant pour l'implication des États-Unis dans le dossier du Sahara, alors que Kissinger n'en voit aucunement l'intérêt et considère que l'affaire du Sahara est une question purement interne au Maroc. Nous allons voir le président Boumedienne avec le Hajj Mohamed Bahnini, je me rappelle, j'étais ambassadeur là-bas, pour le mettre au courant de l'intention de Sa Majesté de faire la marche verte. Et nous avons été surpris d'un accueil à la limite du furieux, en disant « mais vous ne savez pas à quoi vous êtes en train de vous exposer, vous ne savez pas ce que c'est, 350 000 hommes, on peut les faire démarrer, mais on ne peut jamais les faire arrêter, et où est-ce qu'ils vont aller, où est-ce qu'ils vont s'arrêter, etc. » En représailles à la marche verte, l'Algérie décide d'expulser massivement et manu militari plus de 45 000 familles marocaines au moment où les familles s'apprêtent à célébrer les fêtes de fin d'année et la fin du mois sacré du Ramadan. Le 6 novembre, tout le monde commençait à craindre que ça va mal. J'avais 11 ans là où ça commençait à l'expulsion des Marocains d'Algérie. C'était le jour, je me souviens bien, c'était le 25 décembre 1975. On n'a même pas eu le temps de dire au revoir à ma grand-mère parce qu'elle habitait à 17 km. Mes oncles et toute la famille. Elle nous a mis dans un cellule de commissariat en bas. L'odeur, elle était rihamat rouge parce qu'il n'y avait pas de coin, il n'y a pas de toilette. Tout le monde pissait là ou là et là. Et on a passé toute la nuit, la fraîche. Mais le matin, on nous a commencé à faire les tsour à l'âge de 10 ans, 11 ans. Tu dois mettre les empreintes. Je parle et en même temps... Et il y a des images qui reviennent. Chaque fois que je parle de ce sujet, il y a de la souffrance, c'est vrai, mais c'est bien. C'est bien de parler, de partager, c'est ça, avec les gens. Parce qu'on a senti que notre histoire, elle est gommée. 75 va être de plus en plus dur parce qu'on partageait tellement tout qu'à aucun moment, les esprits ne sont préparés un jour de se dire qu'on va se retrouver dans un autre pays qui n'est pas notre pays, qui est notre pays, comme j'ai dit, par les papiers, hein, et que nous aimons beaucoup parce que nos enfants, nos parents nous ont élevés dans l'amour du Maroc. La réaction s'est illustrée dans cette affaire abominable, je dis bien abominable, d'expulser 40 000 familles marocaines avec des pratiques et des services qui, moi, me font honte. Moi, Marocain, me font honte. Depuis l'annonce de la marche verte, ce sont d'incessants ballets diplomatiques qui s'intensifient à New York, au siège des Nations Unies. On a eu donc une séance houleuse au Conseil de sécurité et je me rappellerai toute ma vie cette séance où les frères algériens, je continue toujours à les appeler les frères, c'est comme ça, c'est un réflexe. J'espère qu'ils reviendront et nous rappelleront aussi les frères marocains. Bon,
Alors, les frères algériens, donc, avaient mobilisé le Conseil de sécurité dans toute sa splendeur, et nous nous sommes trouvés là, la délégation marocaine s'est trouvée là, au box des accusés, et le président dit, bon, vous dites que vous allez rendre visite à vos cousins sahraouis, en quoi va consister la visite? Alors là, évidemment, on avait posé toutes ces questions à Sa Majesté, parce qu'on dit, voilà les questions qu'on a posées. Mais il dit, c'est très très bien. Dans les traditions marocaines, quand au cours des fêtes, on rend visite à sa famille, on vient avec quelque chose dans la main, on vient avec du sucre, on vient avec de la farine, on s'embrasse, et c'est tout. Alors il dit, bon, c'est bon, vous allez les embrasser, mais combien de temps vous allez rester? Mais il lui dit, écoutez, vous dites qu'il y a 73 000 Marocains là-bas, vous savez, pour embrasser 73 000 Marocains, ça va prendre un petit moment, etc. Et c'est comme ça. Ça avait un petit côté, si vous voulez, amusant, mais en même temps, politiquement valable. Oui, on va embrasser nos frères. Vous acceptez donc le principe qu'on doit aller retrouver sa famille. Ar-Rahim, c'est la moindre des choses. Alors donc, on va les retrouver. On va les embrasser, on va les enlacer, on va voir comment ils vont nous raconter qu'est-ce qu'ils ont vécu depuis ces 40 ans, et c'est comme ça que nous allons... Ils ont voté une résolution que nous n'avons pas respectée, bien entendu. Envahie d'un enthousiasme inégalé, la population s'adonne sans compter aux préparatifs de la Marche verte. Une population animée par un patriotisme royal, aux couleurs de la foi, pour renouer le lien ancestral avec leurs frères sahraouis. وصلنا لمراكش عاد عطاونا شاحنات اخرين هما فاش درنا بهم الديبار مشينا بهم ديريكتومون للصحراء والشاحنات كان الكاميون اللي كان كيهز 50 واحد في كاميون عرفتي الا ركبتي في الكاميون وسرحتي رجليك ما بقيتيش غادي تنوض واحد فوق واحد حتى كيضرب واحد المسافه ديال 120 كيلومتر ولا 200 كيلومتر عاد تيوقفوا بينا نتسارحوا شويه كنهبطوا ملي كتنوض كتلقى رجلك ماتوا عليك ما بقيتش كتحس بهم. الغد اللي غادي نمشيو عطاونا لي ساكادو عطاونا الكواش وعطاونا القرآن. هذا القرآن ديال المسيرة وفي الحقيقة رديتوني أنا لهذاك التاريخ سبحان الله. كانت مسيرة سلمية والناس غادا وصافي ما عارفينش واش غادي يرجع بنادم ولا ما راجعش وكل شيء غادي متحمس. Saisi par l'Espagne, le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte une troisième résolution dans laquelle il condamne la Marche verte et demande aux partis d'ouvrir les négociations. Le 5 novembre 1975, le cheikh Ratri Ould Sidi Saïd Djoumani, ex-membre du Cortés, parviendra à déjouer toutes les manœuvres de l'Espagne et prêtera allégeance au roi du Maroc au nom de la population saharienne. Je me rappelle que le 6 novembre, j'étais à Auxerre et je me disais, mais c'est de la folie. Comment peut-on envahir l'Espagne? L'Espagne à l'époque, c'était quelque chose, au moins dans la mémoire collective des gens, dans le passé. Comment peut-on envoyer des gens, des armées, des civils contre les tercios? Tercio, c'est la Légion espagnole, elle est connue par son vraiment sa sauvagerie dans le combat. Rassemblés à Tarfaya, les 350 000 marcheurs sont prêts à franchir les lignes, les séparant de leurs frères sahraouis. J'ai eu le privilège de
de recevoir le matin du 6 novembre 1975, à 10h32 exactement, l'appel de Sa Majesté Bismillahi mjraha wa mursaha Ousmane il-Amam. Au nom de Dieu, qu'il la meut et qu'il arrête, Ousmane en avant. Il y a des coups de folie, comme il y a des coups de sagesse. Quand on est dans ces choses-là, ou bien on aime son pays, ou bien on ne l'aime pas. Dans ces cas-là, on ne réfléchit pas. La réflexion n'existe pas. Il y a l'engagement. Et tu y vas, et tu y vas, et tu y vas. Tu ne penses même pas si tu vas mourir ou si tu vas vivre, tu y vas. C'est aussi et surtout au rythme du chant que le patriotisme va trouver son expression. La marche verte sera marquée et accompagnée par la chanson engagée Youn Aïna du groupe mythique Djil Djilala. كتب سي محمد شهرمان العيون 48 ساعة تلحنات العيون مشينا طلعنا الاستوديو ديال عين الشق الصباح سجلناها حنا كنسجلو هي دايزة في الإذاعة. جيجيلا كمجموعة الوحيدة نقول لك الوحيدة هي اللي قالت الرأي ديالها في العملية ديال 75. يعني حتى مجموعة ما يمكن ما عطاش الرأي ديالها. شكون اللي عطى الرأي ديالو في المسيرة وما معنى المسيرة وما معنى الصحراء وما معنى التاريخ وما معنى كذا. جيجيلا هما اللي قالوا العيون عينية والساقية الحمرانية والوادي وادي يا سيدي. L'organisation de la marche verte elle-même a été confiée à bon escient, me semble-t-il, à l'armée marocaine qui a fourni un effort très rationnel, très discipliné pour encadrer cette masse énorme pour les transporter. Donc il fallait toute cette noria de cars, de camions, de véhicules. Il fallait, chose qui n'était pas simple du tout, amener l'eau potable et la nourriture pour tous ces gens-là qui ne dépendaient que de ce que pouvait leur apporter l'armée royale. كتشوفي مرأة عندها 60 عام كتشوفي واحد خلى المرأة خلات ولادها وخلات كل شيء ومشات هي وراجلها شي حاجة اللي ما تصورش والناس كتسنى يمتى تدخل الحدود والناس كتصلي والليل كيباتوا الناس سهرانين ما نكذبش عليك شتي ولو نحكي اللي حكيت ولو شتي اي واحد مشى للمسيرة ولو يحكي اللي حكى ما غاديش يكون عاشها بحال اللي عشناها حنا. خاص الانسان يعيشها خاص الانسان يعيشها ويعيشها بصدق ولو يديري فيلم على المسيرة راه ماشي هي المسيرة بصح. C'était tellement fort, on ne pensait plus. On sentait le feu sortir de sa poitrine, mais on y allait. Et puis le plus terrible, c'est quand nous sommes arrivés le premier soir, il y avait des hélicoptères la nuit, machin là, moi à un moment donné, je dormais un peu. Et puis Hussein Ouadioui, à un moment donné, il rentrait de l'extérieur. Moi je me réveille, je dis à Hussein, qu'est-ce qui se passe? Il y avait une ambiance indescriptible. Tu sais ce que Hussein m'a dit? Il m'a dit, rien du tout. Simplement, nous sommes encerclés. Il m'a dit, walou chaourilli. Il y avait un risque, évidemment, c'est que les Espagnols nous tirent dessus. Et le roi, conscient de la conscience des Espagnols
et de leurs supérieurs. Ils savaient qu'on ne pouvait pas tirer sur des gens qui brandissent un tapot, il n'y a pas une arme. Et pourtant, ils sont allés sans armes, et les Espagnols, ils ont commencé à lancer des petites billes en verre à ce moment-là, un petit moment, mais ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train d'affronter une population pacifique, avec des tambourins et avec de la musique et avec Shahadu an la ilaha Muhammad Rasulullah. Et c'est une chose qu'ils n'ont jamais affrontée, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Alors, ils ont été décontenancés, ils ont été découragés, mais en même temps, ils ont pris conscience qu'on ne pouvait pas ignorer ça, c'est pas possible. Ce sont des gens qui rentrent dans un territoire sans armes, c'est tout. Et vous ne pourrez pas, si vous leur tirez dessus, toute l'opinion internationale va se lever. Cher peuple, si tu rencontres un Espagnol, civil ou militaire, échange avec lui le salut et invite-le sous la tente à partager ton repas. Salue donc tout Espagnol que tu pourrais rencontrer. Et si d'aventure il tire sur toi, poursuis ta marche, armé de ta seule foi que rien ne saurait ébranler. Au terme de cette marche, ta conscience n'en sera que plus satisfaisante. Et s'il advient, cher peuple, que des agresseurs autres qu'Espagnols attentent à ta marche, sache que ta valeureuse armée est prête à te protéger. Les forces armées royales sont mobilisées plus que jamais au Sahara, mais leur présence reste discrète. Elles ont joué un rôle primordial sur le plan logistique et de l'encadrement. Je crois qu'on a présenté la marche verte comme une marche de conquête coloniale, comme une invasion militaire plutôt qu'un sentiment patriotique mené, exécuté par des citoyens simples comme tout le monde. Donc on a vendu cette idée aux Sahraouis, on a exploité au maximum ce sentiment de peur qui s'est créé. Évidemment, le Maroc n'a pas... L'erreur peut-être c'est de ne pas avoir visé les Sahraouis pour leur expliquer la marche verte. A été plutôt orienté vers l'Espagne beaucoup plus que vers les Sahraouis, du point de vue médiatique. Antonio Caro Martinez, ministre de la présidence espagnole, chargé des affaires du Sahara, arrive à Agadir pour manifester au roi du Maroc la volonté du gouvernement espagnol d'entamer les négociations en vue de la rétrocession des provinces sahariennes. Fort de cette assise, le soir même, le 9 novembre 1975, dans un discours adressé à la nation, Hassan II met fin à la marche verte. Dieu a voulu que la marche verte ait été inscrite dans l'histoire comme étant la marche la plus grande et la mieux réussie en l'histoire. Je ne pense pas qu'on ait fait marcher 350 000 hommes dans l'histoire de l'humanité. Naturellement, j'ai envisagé l'échec de la marche verte. Et je dois vous dire que le jour où l'on m'a dit que la marche a réussi, le jour où les marcheurs sont rentrés du sud, j'ai regardé le lendemain mon pays d'un tout autre regard. J'avais l'impression d'y renaître, car j'avais décidé de le quitter. Oui. Si la marche verte avait... Excusez-moi, le quitter? Oui. Je n'avais plus je n'aurais plus eu le courage moral de regarder en face le moindre de mes sujets et de mes compatriotes. Et quand je lis, je suis ému parce que je sais ce que c'est que quitter son pays. J'en ai été privé 2 ans et demi. Je connaissais l'attachement païen que j'ai pour ma terre, pour mon ciel, pour l'eau de mon pays, pour les plantes de mon pays. Mais j'avais envisagé de partir. La Constitution prévoyant le conseil de régence dans la minorité du prince hérité, j'avais pris décision de quitter mon pays. Et le lendemain, j'ai regardé mes arbres et mes montagnes et ma terre avec un tout autre œil. L'ambition, et c'était que cette marche verte, parce qu'elle a réussi, et qu'elle a réussi dans une symbiose entre le roi, le peuple marocain et les partis politiques, eh bien, l'ambition, c'était que cela puisse générer un Maroc nouveau. Il y a eu une chose importante, et qui n'est pas négligeable, bien sûr, c'est que grâce à la marche verte, le Marocain a repris confiance en lui-même. Il pouvait se dire que dans l'adversité,
face à un adversaire, à un ennemi important, puissant, pas seulement l'Espagne d'ailleurs, nous avons parlé des autres, face à l'incrédulité internationale, il pouvait vaincre et vaincre par ses propres moyens, parce que là encore, il faudrait dire et souligner que la marche verte a été exécutée uniquement par les moyens propres du Maroc. Cette marche verte méritait une véritable mise en scène et une véritable présentation sur le plan cinématographique, sur le plan informatif, sur le plan... On ne l'a pas fait. On n'avait pas les moyens, il faut dire la vérité. On n'avait pas les moyens qu'on aurait pu peut-être avoir maintenant. Il faudrait perpétuer cette marche, parce que c'est la 8e merveille du monde. D'ailleurs, elle est maintenant enseignée dans l'université de Harvard. Elle est enseignée comme étant une guerre pacifique, c'est-à-dire qu'un pays et un roi qui s'appelle Hassan II a livré à un pays de l'OTAN une guerre qui s'appelle, et en réalité c'était une guerre d'usure et de nerfs, qui a obtenu les résultats, c'est-à-dire qu'on a amené les Espagnols à accepter notre point de vue. Le ballet diplomatique algérien n'aura aucun effet et les accords de Madrid seront signés le 14 novembre 1975. Madrid rétrocède les territoires sahariens dont il s'engage à se retirer avant le 28 février 1976. Nous avons été reçus vraiment, nous étions comme chez nous, n'est-ce pas? Nous avons été reçus, mais tout le monde était d'accord d'ailleurs, les Espagnols étaient tous d'accord, civils et militaires, pour que le Maroc et l'Espagne arrivent à un résultat favorable et se mettent d'accord. Et il y avait un seul opposant, n'est-ce pas? Un seul opposant, c'était Cortina, le ministre à l'époque, le ministre des Affaires étrangères, qui jouait un jeu tout à fait à part. Les accords de Madrid en 1975, avec tout ce comme événement, ont créé une situation tout à fait anormale, tout à fait incompréhensible chez les Sahraouis. Le fait de nous trouver du jour au lendemain divisés en deux morceaux, l'un utile et l'autre ne l'est pas, l'un un vrai Marocain et l'autre demi-Marocain, l'un récupérable et on le récupère et on le fait comme à nous, et l'autre, en quelque sorte, on l'octroie à l'autre partie, à la Mauritanie. Ça a créé chez les Sahraouis un sentiment d'être trahi, comme vous disiez tout à l'heure, mal compris, et peut-être même un marchandage qui les a poussés à un zèle d'autodéfense, de rejet de cette politique et de même combattre par les armes avec beaucoup plus d'acharnement cette amputation, c'est de là vraiment démarrant. في 75 استيقظ الجميع على شوف جيش مغربي، جيش إسباني، جيش موريتاني، جيش جزائري، جيش صحراوي. هذه الجيوش كاملة وتجدت في نفس الوقت في نفس المنطقة عند نفس الساكنة وبدأت حرب. La société sahraoui est organisée selon le mode tribal. La population est répartie en tribus. La tribu occupe une place essentielle dans la vie des populations. La population qui évolue dans une zone désertique menait principalement une vie bédouine. Elle s'est progressivement sédentarisée avec le développement de la région autour de grandes villes comme Laâyoune, Dakhla ou Smara. Je crois qu'à l'époque, la situation s'est prêtée à l'intox, à la manipulation. D'un côté, il y avait l'Algérie, il y a les Polisario. L'Algérie par intermédiaire des Polisario. Nous, on disait à l'époque aux citoyens, vous allez être tués par les soldats marocains. La marche verte n'existait pas, c'est du bluff. La première pénétration des Européens dans les côtes du Sahara marocain, ça remontait en date de 1478. C'est-à-dire l'arrivée d'un Espagnol qui s'appelait Diego Herrera, qui a été envoyé par le roi d'Espagne pour conquérir les côtes du Sahara marocain.
Après quelques jours, on a vu l'arrivée d'une armée de Fès pour défendre l'autorité marocaine qui a été envoyée par le sultan. Depuis 1524 jusqu'à 1860, l'Espagne a échoué de reconquérir ou bien de reconstruire ce poste militaire. Le roi du Maroc, c'était Sidi Mohammed ibn Abdelrahman qui a donné le droit au roi de l'Espagne pour construire une pêcherie, c'est-à-dire un centre commercial pour aider les Espagnols pour la pêche. Le 18 novembre 1975, le Cortés, le Parlement, adopte le projet de loi autorisant le gouvernement espagnol à décoloniser ces territoires. La última palabra, pues nada, que muy bien, que estamos satisfechos, muy contentos de que todo haya salido tan bien y de la Les Sahraouis, à un moment donné, ils étaient dans une situation de confrontation avec un désaccord avec la politique marocaine. Et ce désaccord a été manipulé, a été instrumentalisé, a été exploité par l'Algérie pour créer un sentiment d'hostilité. Tant que les Sahraouis ne se sont pas rendus compte de cette manipulation, les choses marchaient parfaitement pour l'Algérie. Dès le moment où les Sahraouis ont commencé à se rendre compte qu'ils étaient mal menés, instrumentalisés, qu'ils étaient manipulés pour des buts étranges à eux-mêmes. Dès le moment où les Marocains eux-mêmes aussi, ils ont commencé à se rendre compte que les Sahraouis, c'est des Marocains qui doivent être vus et considérés comme tels, et pas un sujet à marchander avec les pays voisins. Donc, à partir de ce moment-là, je crois que la solution est déjà sur les rails. Alors que les accords de Madrid mettent fin au conflit du Sahara, le Polisario, originellement un des mouvements marocains de libération du Sahara, entre en dissidence contre le Maroc avec le soutien de l'Algérie et de la Libye pour réclamer l'indépendance du Sahara occidental. La race n'a pas été proclamée dans les territoires proprement dits Sahara occidental. Ça, c'est la première tromperie. Il a été proclamé à Alger, à Tananarive, à Conakry et en Libye. Donc, au lieu d'associer l'opinion internationale à un État qui s'est créé sur son territoire, on a associé le territoire à une pseudo-république qui a été créée à l'étranger. Il y a une différence. Ça veut dire que nous n'étions pas pour la création d'un État purement dans le Sahara. Nous étions contre une politique déterminée. احنا مجتمع 90% منه بدو. ما كانت عندنا فكرة عن ما يدور في العالم، بالنسبة لنا العالم هو هذيك الحيوانات اللي احنا نتبعوها تمشي بين الشمال ولا جنوبا. اسم الدولة وتفكير الدولة ونظام الدولة الأمور هذا الشيء كان جديد علينا ما كنا نعرفه. Avant de prendre la décision de permettre la création de la RAST et de soutenir le Polisario, les gens qui décident, le petit groupe de responsables algériens, s'étaient réunis et a procédé à l'évaluation de la situation. Ils ont dit, le roi Hassan II ne peut pas affronter l'Algérie parce qu'il n'a pas d'armée. L'armée est décapitée après les coups d'État. Deuxièmement, il n'a pas d'appui populaire. Troisièmement, jamais la Mauritanie ne se mettra d'accord avec le Maroc. Les Algériens concluaient que jamais
il y aurait accord entre l'Espagne et le Maroc sur le dos de l'Algérie, ou ce qu'ils considéraient être comme dans le dos de l'Algérie. Et donc, ils ont décidé de foncer. Alors, il fallait faire face à cette situation. Il n'y aurait pas de Polisario s'il n'y avait pas l'Algérie. Il n'y aurait pas de Polisario s'il n'y avait pas l'aide de la Libye, s'il n'y avait pas l'Irak, s'il n'y avait pas la Syrie, s'il n'y avait pas tous ces peuples frères soi-disant qui nous en veulent. Le 12 avril 2007, le Maroc a présenté au secrétaire général des Nations Unies une proposition d'un statut négocié d'autonomie élargie de la région du Sahara. Ce plan a été salué par le Conseil de sécurité des Nations Unies, dont les résolutions en soulignent les efforts sérieux et crédibles faits par le Maroc pour aller vers un règlement. Quand la démarche de Sa Majesté le roi Mohamed VI récemment de présenter un projet d'autonomie, a trouvé un nom, le premier, parmi les premiers responsables sahraouis qui étaient au Polisario, nous étions au Polisario, à approuver et à répondre positivement à cette proposition. وربما تكون هذا الصراع في الصحراء والضغط اللي موجود في الصحراء كان فعل خير للمغرب وخلى المغرب انه يسرع قبل غيره، يتقدم قبل غيره من الدول العربيه ومن جيرانه نحو الجهويه ونحو دوله الجهاد. إن المغرب